Hey, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de concurrence et de parallélisme. Et on va voir ça en .NET et en Go. Et on va commencer par le Go. Donc, bienvenue. Je vais parler de concurrence, la différence entre les deux. On va voir ça dans le langage Go, puis dans le langage .NET. Et je ferai une petite démo à la fin d'un vieux projet que j'avais en .NET. Donc, restez bien jusqu'au bout. Et vous allez voir un petit peu la différence de performance que ça peut amener. Alors, je vais commencer par une citation de Rob Pike, qui est un des cofondateurs du langage Go, et qui dit que la concurrence, en fait, c'est le fait d'essayer de faire plein de choses en même temps, alors que le parallélisme, c'est faire beaucoup de choses d'un seul coup. On va essayer d'expliquer un peu plus, parce que c'est pas forcément très clair comme ça. On va commencer par expliquer comment fonctionne un CPU, donc votre processeur. Votre processeur, depuis déjà plusieurs années maintenant, il possède plusieurs corps ou des processeurs logiques, ce qui va permettre en fait de traiter plusieurs actions en même temps, donc de façon parallèle. Vous allez pouvoir démarrer, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes, plusieurs cerveaux qui vont pouvoir réfléchir en même temps et produire une action vraiment en même temps, donc en parallèle. À côté de ça, la concurrence, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir besoin de faire un ensemble d'actions pour effectuer une action plus globale. Ça ressemble à un traitement en série, sauf que le traitement en série, c'est vraiment j'attends que l'action précédente soit terminée pour exécuter l'action suivante, alors que la concurrence, c'est je vais essayer de m'organiser, d'organiser donc mon code finalement pour pouvoir traiter des actions le mieux possible et d'enchaîner finalement les actions entre elles. Donc ici vous avez un schéma avec une courbe de temps et vous avez différents corps, différents processeurs logiques. Quand vous êtes en parallèle, c'est simple, vous pouvez commencer deux tâches en même temps qui vont se terminer en même temps ou non d'ailleurs, peu importe, mais en tout cas elles sont bien exécutées en parallèle l'une à côté de l'autre. La concurrence, c'est l'organisation de ces tâches en sous-tâches et vous allez effectuer les tâches au moment où elles sont le plus opportun, au moment où ça va servir le mieux votre programme. Donc la concurrence finalement c'est une histoire d'organisation et aussi de ne pas bloquer ou de bloquer au minimum l'échange entre les différentes tâches. Évidemment, le mieux, c'est d'avoir la concurrence, la bonne organisation de code, mais aussi de pouvoir paralléliser au maximum, donc de bloquer au minimum tout en parallélisant, donc en ayant un maximum de processeurs logiques. On va commencer par parler du Go. Le Go, c'est un langage qui est plutôt concurrent par défaut et on va voir comment ça se passe. Donc vous avez la gestion de la simultanéité qui est gérée en Go grâce aux GoRoutines et aux channels. Alors qu'est-ce que c'est une GoRoutine? C'est juste le fait d'appeler une fonction, une méthode ou un bout de code et de pouvoir ne pas bloquer au moment où vous appelez cette fonction. C'est pas déclencher un nouveau thread, thread OS, qui va coûter assez cher, c'est plutôt juste un appel de fonction avec la possibilité, on verra après, de pouvoir attendre le retour de cette fonction ou non. C'est très peu cher, ça coûte environ 2 kg et du coup on va pouvoir multiplier un nombre important de GoRoutines sur un thread. Enfin, on va pouvoir communiquer entre les différentes GoRoutines grâce aux channels qui vont nous éviter de faire des locks explicites. Démarrer une GoRoutine, c'est très simple. Vous avez une fonction ici hello. Je vais démarrer cette fonction hello dans une GoRoutine et pour ça je vais utiliser le mot-clé Go. Ici, ce qui va se passer, c'est que ma fonction hello va être appelée, exécutée, mais le programme va continuer de s'exécuter et donc je vais passer directement à la ligne d'après qui va m'afficher main fonction et ça va ensuite m'afficher hello world dans la plupart des cas puisque c'est concurrent et donc les choses vont s'exécuter les unes après les autres et non pas en parallèle. Les channels, ça va permettre en fait de faire des échanges entre vos différentes GoRoutines. Donc, imaginons que vous ayez plusieurs GoRoutines ou même juste votre programme principal qui doit communiquer avec votre GoRoutine. Vous allez créer un channel,
dans lequel vous allez pouvoir transférer des données, et ces données seront d'ailleurs typées. Si vous avez défini votre channel comme de type int ou de type string, vous pourrez le mettre uniquement envoyer et lire, envoyer et recevoir que des int et des strings. Alors comment on crée un channel? C'est tout simple, on va utiliser encore un mot-clé qui s'appelle chan. Ici je vais créer un channel qui s'appelle don et qui est du type booléen. C'est très important, je ne vais pas pouvoir, comme je l'ai dit, écrire d'autres ou lire d'autres types de données. Donc ici les échanges se font uniquement sur des booléens. Je vais démarrer comme tout à l'heure ma goroutine de la fonction hello. Cette fonction hello, on lui passe en paramètre le channel, et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va écrire, elle va écrire des choses dans la console, elle va s'endormir aussi pendant un certain temps, mais surtout, à la fin, elle va écrire un booléen dans le channel. En utilisant l'opérateur back-arrow, on va écrire dans le channel, et dans ma fonction principale, j'ai ici, en fait, j'attends de recevoir explicitement quelque chose dans le don. Et donc ici, le programme ne va pas bloquer au moment où je démarre la goroutine, mais va bien se bloquer au moment où je lis le channel. Et une fois que j'ai bien reçu la donnée, je vais pouvoir exécuter la ligne suivante. Les wait groups, en Go, c'est comme son nom l'indique, un groupe, on va créer un groupe et on va vouloir attendre que toutes les goroutines de ce groupe soient exécutées et terminées. En gros, c'est un compteur. Le compteur représente le nombre de goroutines qu'on veut attendre. Une fois que le compteur arrive à 0, le wait group est terminé, il n'y a plus besoin d'attendre. Petit exemple tout simple, ici je vais créer un wait group avec 3 éléments. On va ajouter dans le wait group à chaque fois une nouvelle goroutine. On va passer ce groupe en utilisant le pointeur. N'oubliez pas de passer le pointeur, on veut vraiment utiliser la même référence du wait group. Et une fois que ma goroutine est terminée, je vais tout simplement dire que c'est bon pour cette goroutine en exécutant la fonction done sur le wait group. Une fois que toutes les goroutines ont été rajoutées, je peux attendre explicitement sur le wait group en exécutant la fonction wait, et donc on va bloquer jusqu'à temps que mes 3 goroutines ici soient bien exécutées et terminées. Le worker pool, c'est un design qui est un peu utilisé en Go. Vous allez avoir un certain nombre de goroutines qui vont arriver en entrée, des jobs qu'on va vouloir exécuter, mais on ne veut pas exécuter tous les jobs, ou on ne peut pas exécuter tous les jobs en même temps, ça coûterait trop cher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un pool, un worker pool pour être précis, dans lequel on va exécuter un certain nombre limité de jobs, et au fur et à mesure, on va rajouter les jobs qui arrivent et exécuter par batch ou au fil de l'eau ces jobs, et on va échanger les jobs d'entrée, donc les données d'entrée et les données de sortie, avec 2 channels différents, un qui s'appelle souvent job pour l'input, pour les fonctions qu'on veut processer, et résulte l'ensemble des sorties des goroutines terminées. Voilà, une petite représentation simple. On voit bien qu'ici j'ai un ensemble de jobs que je vais passer au worker pool qui va s'occuper d'exécuter au fil de l'eau et qui va communiquer le résultat dans un channel qu'on va appeler result. Si on regarde l'exemple qui est ici, on crée bien 2 channels, un premier qui s'appelle job, un deuxième qui s'appelle result. Les deux seront du type int, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer 3 tâches, 3 goroutines de type worker qui prend ces 2 channels. Donc comme je le disais, le premier channel c'est celui d'entrée, le deuxième c'est celui pour la sortie. On va avoir 5 jobs à exécuter et on va récupérer finalement le résultat dans le channel result. Donc on va exécuter 3 par 3 les goroutines pour un total de 5 jobs à exécuter. En .NET, c'est un peu différent, on n'a pas de mots-clés, en tout cas pas de mots-clés pour créer des goroutines, on ne va pas utiliser de goroutines, on va plutôt utiliser des tasks. Des tasks qui peuvent aussi être génériques, qui sont très souvent génériques. Ça permet de créer un code asynchrone, surtout pour tout ce qui va être tâche de fond assez importante, donc qui consomme beaucoup de CPU, et tout ce qui est entrée-sortie, donc I/O. Ça peut être très bien lire sur des sockets réseau, lire des fichiers, ce genre de process d'entrée-sortie classique.
on va créer un objet task et comme pas mal de langages maintenant, c'est l'équivalent d'un design futur sur lequel vous allez pouvoir utiliser le mot-clé await pour pouvoir attendre le résultat. Ce mot-clé await n'est disponible que pour des fonctions qui sont aussi flaguées async. Alors, une task, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut évidemment la démarrer, on peut l'attendre, on peut explicitement attendre le résultat d'une task, on peut attendre la fin d'exécution d'un ensemble de tasks, là ça ressemble beaucoup au wait group qu'on a vu en Go. On peut attendre que la première task qui est listée soit terminée. Alors ici vous pouvez voir qu'il y a deux fonctions qui se ressemblent beaucoup, c'est le wait all et le when all. Les wait vont créer une nouvelle task, en fait, une task avec des sous-tasks que vous aurez fournis, alors que le when va renvoyer un entier qui va dire si c'est terminé ou pas. Les tasks, c'est quelque chose qui n'est pas très récent en .NET, c'est quelque chose qu'on a depuis très longtemps, depuis les années 2010-2012, le temps de mettre en place ce qu'on appelle la TPL, donc la Task Parallel Library. Et dont on retrouve l'ensemble des fonctionnalités dans le namespace system-threading.task et qui est disponible depuis la version 4 du framework. Pour rappel, on en est maintenant à la version 6 de .NET, donc ça fait quand même pas mal d'années que c'est disponible et ça tourne très très bien. Et encore une fois, je ferai une démo à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Si vous faites du .NET, vous devez sûrement connaître Link, qui est un langage de requêtage intégré directement dans le framework. Donc ça va vous permettre de requêter aussi bien la mémoire que grâce à des providers, des bases de données, des URI, etc. P-Link, c'est le fait de pouvoir paralléliser vos requêtes directement sans trop de complexité. Pour ça, vous allez utiliser une première fonction toute bête qui s'appelle asParallel. Vous faites votre query link, dès que vous allez faire un asParallel, ça va paralléliser ou ça va tenter de paralléliser au maximum votre requête link. Vous pouvez faire l'inverse, vous pouvez revenir sur du séquentiel. Ensuite, vous pouvez trier ou ne pas trier. Vous pouvez rajouter quelques paramètres comme les paramètres de cancellation, les degrés maximum de parallélisation si vous voulez un petit peu de contrôle, parce que par défaut, toute la parallélisation va utiliser un thread pool. En .NET, on va utiliser le thread pool qui, en fonction de votre système, de votre reste de votre configuration, va avoir un certain nombre de threads à disposition. Le for all, c'est le fait tout simplement de boucler en parallèle. On va exécuter une action sur l'ensemble des données de la source. Donc quand vous faites une query link, vous avez une source d'entrée, un i énumérable. Ici, on va paralléliser le traitement des données qui sont dans cette collection. Et l'agrégation, c'est souvent le point final de tout ça. Vous avez parallélisé vos actions et vous voulez tout regrouper et agréger le résultat final. Un petit exemple pour que ça soit plus clair. Ici, on va créer une source de données de chiffres de 1 à 10 000. Et puis, on va calculer si ce nombre il est even ou pas avec une requête plink. Donc, si vous ne mettez pas le asParallel, c'est du link standard. Si vous mettez asParallel, ça va essayer de répartir l'ensemble des tâches sur les différents corps logiques. Et enfin, vous allez afficher le résultat. Donc là, c'est vraiment un exemple pas très intéressant, mais très facile à comprendre. On voit bien qu'avec un seul mot-clé, ça s'exécute en parallèle. On va prendre un exemple un peu plus intéressant pour les deux langages, c'est le téléchargement de fichiers. Donc en Go, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un tableau avec 3 fichiers, 3 URL, et je vais utiliser mon wait group dans lequel je vais ajouter mes 3 fichiers, donc 3 goroutines. Et la goroutine démarre ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'URL qui vient du tableau, puisque je suis en train de boucler sur le tableau. Je vais utiliser un mot-clé diffère. Si j'en ai pas parlé avant, mais diffère c'est un mot-clé très répandu en Go. C'est en fait, je veux exécuter cette action juste avant la sortie de la méthode, donc vraiment à la fin. Et donc là, on est sûr qu'on va indiquer au wait group que cette goroutine est bien terminée.
Ensuite, on va splitter l'URL sur le slash pour en fait faire la partie nom de fichier et la partie vraiment URL de base. Voilà, je récupère le nom de fichier et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier avec juste en utilisant le nom du coup que j'ai récupéré. Je vais aller télécharger l'URL complète, donc le fichier complet, et je vais récupérer la stream, le body, et je vais en fait l'écrire dans le fichier grâce à la bibliothèque IO. Voilà, du classique. Ici, donc le differ wait group done, il est bien effectué juste à la fin. Et on n'oublie pas non plus sur le wait group d'appeler explicitement le point wait pour attendre que l'ensemble des 3 goroutines soient bien exécutés et terminés. Le code est plutôt simple. En C#, pareil, j'ai un tableau avec mes 3 URL. J'utilise un HTTP client pour télécharger mon fichier. Et ici, je vais faire une petite requête link. En fait, ma requête link n'est pas du tout exécutée en parallèle. Je vais juste créer des tâches. Je vais créer un tableau de tâches. Donc, je vais récupérer 3 tâches. Les tâches, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que ce qu'on a vu juste avant. Je split sur le slash, je récupère le nom de fichier, j'affiche dans la console. Et enfin, j'essaye de récupérer la stream. Donc sur le client HTTP, je vais récupérer la stream du fichier et je vais l'écrire un copy-to async dans le fichier qui vient d'être créé. Ça va me renvoyer en fait un tableau de 3 tâches et je vais utiliser task.waitAll sur toutes mes tâches pour attendre. Donc l'équivalent du wait group. Si je veux utiliser plink à la place, c'est tout simple. J'ai mes tâches qui sont là, je vais faire un as parallèle et je vais utiliser la méthode forAll qui devient disponible. Et pour chaque URL, je vais exécuter exactement la même action, la même task. Et ici, tout se fait en parallèle. Donc si par exemple j'ai 3 processeurs logiques disponibles, chacun va exécuter un téléchargement et une écriture de fichier si c'est possible. Donc on voit qu'en .NET c'est vraiment très simple. Évidemment par rapport au code Go, ce qui manque ici c'est la gestion des erreurs. C'est bien joli tout ça. Je vais vous faire une petite démo d'un vieux projet .NET que j'avais qui date de 2014. Donc voilà le projet. Le projet, je vais l'expliquer juste en 2 mots. En fait, il s'agit d'un hashcode, le hashcode de 2014. Et ici, on est sur le round d'essai. On va essayer en fait de dessiner une image avec un minimum d'actions. Les actions que vous voyez ici, les carrés que vous voyez en vert ici, c'est j'essaye de peindre un ensemble, un gros carré de pixels. Le bleu, c'est ce que j'efface. Et le rouge, je ne sais plus ce que c'est. Et en fait, ici, c'est juste des images qui montrent un petit peu l'avancée du processus. Ce qui est intéressant, c'est pas ça, c'est que déjà j'ai converti le projet en .NET 6 sans aucun souci. Et dans mon projet principal, ici, j'ai une boucle qui va essayer de faire un certain nombre de calculs sur mes cellules, sur ma matrice. On va commencer par regarder non pas la version parallèle, mais plutôt la version classique avec une boucle for. Cette boucle for, elle est là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter le programme. Donc là, on est sur un programme qui est vraiment standard, qui exécute une boucle for. Je vais zoomer au maximum. Hop. Et je vais exécuter ce bout de code. Alors, j'aille dans le bon répertoire. Hop. Et je vais faire un .NET Run. Vous allez voir qu'il y a une barre de progression qui va s'afficher. Voilà, qui est tout en bas. Et vous voyez le pourcentage qui s'incrémente au fur et à mesure. On va peut-être pas aller jusqu'au bout, c'est assez long. Mais vous voyez un petit peu la vitesse de calcul que j'ai là tout de suite actuellement. Donc sur quelque chose qui est synchrone. C'est vraiment une boucle for séquentielle. Voilà, là on est à 10%. Je vais éteindre. Hop, et je vais revenir sur ma boucle en parallèle. Hop. Donc j'ai juste transformé mon for en parallèle for, qui est une autre fonctionnalité qu'on trouve dans la TPL. Hop.
Et c'est exactement la même chose. Ici, je pars de 0, ok, je vais jusqu'à la taille maximum de ma grille. J'ai mon R qui s'incrémente. Le P ici n'est pas utilisé, c'est l'état de la loupe. Et on va essayer de voir un petit peu si ça change quelque chose. Donc je fais un .NET Run. Et on va voir s'afficher la même barre de progression. Et vous voyez que là, j'ai à peine le temps de finir ma phrase que la barre est terminée. Donc on voit clairement que c'est beaucoup plus rapide. Et d'ailleurs, je vais éteindre. On va recommencer et je vais vous afficher mes processeurs maintenant. On va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des processeurs. Ok, donc là j'affiche les processeurs logiques. Et on va tout de suite lancer le programme et on va regarder comment ça se passe sur les processeurs. Et on voit que tous les processeurs sont montés en puissance très rapidement. Et là c'est redescendu puisque c'est terminé. Mais on voit bien que la charge s'est répartie sur l'ensemble des processeurs. Je vais remettre ma boucle simple, ma boucle for, pour qu'on voit bien la différence. Hop, on va attendre que ça se calme un petit peu. Ok, le pic est passé, je vais lancer et on va regarder ce qui se passe. On voit que celui-là, le processeur 8, là le CP8, a bien fait une pointe et que les autres n'ont pas de pointe aussi élevée. Lui est en train de monter un petit peu, mais globalement on voit bien que le 8A et le 2 prennent toute la charge et c'est pas réparti aussi bien. Il y a une certaine répartition, mais en tout cas c'est pas réparti sur l'ensemble des processeurs comme on l'a vu avec le parallèle fort. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. C'était vraiment une vidéo d'introduction. C'était pour répondre à certaines questions que j'ai sur le parallélisme. En fait, on m'a posé la question, est-ce que c'est vraiment plus rapide en parallèle? La vraie réponse, c'est évidemment, ça dépend. Ça dépend de votre machine, ça dépend de votre environnement, ça dépend de l'état du système à l'instant T. Et ça dépend évidemment de votre code. Maintenant, si vous rendez votre code parallélisable, du moins déjà concurrent et ensuite parallélisable, vous avez de grandes chances d'obtenir de meilleures performances. Est-ce qu'il peut y avoir un contre-coup? Est-ce qu'il y a un surcoût si c'est pas parallélisable? Oui, ça peut arriver dans certains cas que finalement séquentiellement c'était plus performant. Donc la réponse reste vraiment ça dépend aussi des tâches que vous voulez effectuer. Et la concurrence, c'est vraiment le fait d'organiser correctement l'ensemble des tâches pour que ça se déroule le mieux possible. Ensuite, vous allez pouvoir paralléliser ces tâches si vous avez l'infrastructure, les ressources disponibles pour. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelques trucs. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. A plus!